Alexandre Langlois, aujourd'hui, mobilisation donc, pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et les suicides dans la police, c'est ça? C'est tout à fait ça, 18 depuis le début de l'année, puis en moyenne de toute façon tous les ans, enfin toutes les semaines, tous les ans depuis 30 ans. Donc c'est pas de nouveau et ça s'aggrave aujourd'hui. C'est un manque de moyens, de considération. Quelle est la cause pour vous de ces suicides assez importants? La cause, il y en a plein. Il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, l'administration nous donne des conditions de travail déplorables. Il y a nos cycles de travail qui sont en général qui nous font un week-end sur 6. Donc on travaille en 4-2, 4 jours de travail, 2 jours de repos. On n'a jamais les mêmes jours de repos. Ce qui fait que ça permet d'avoir une vie. Pour la vie de famille, c'est compliqué. Pour la vie familiale, sortir le soir, avoir des associations dans des trucs réguliers, c'est pas possible. On n'a jamais les mêmes jours. Donc ça nous coupe de toute vie sociale et familiale. Donc ça veut dire que dans un métier, on a besoin de couper, souffler. Dans la plupart des services, pas tous heureusement, mais c'est compliqué déjà. Ensuite, il y a l'accumulation des heures supplémentaires. On a 1300 ans d'heures supplémentaires accumulées, 13 siècles. Ce qui veut dire qu'en plus d'avoir ces cycles de travail pourris, en plus, on est même sûr de rentrer à l'heure à la maison. Je vais donner un exemple. Alors aujourd'hui, dans le sud de la France, à Grasse, les collègues, il y a 10 ans, la punition, c'était d'être garde-barrière au tribunal. Maintenant, les gens se battent pour y aller. Parce que les collègues travaillent 3 jours de repos, ils savent qu'ils finissent à l'heure. Et voilà. C'est-à-dire que les gens maintenant privilégient les services pas très forcément intéressants, mais ils seront payés pareil. Ils disent on n'aura pas de problème avec la hiérarchie, on n'aura rien, et puis on sera tranquille. Donc il y a aussi une dévalorisation du travail, en fait, on est démotivé aussi. Le sens du travail également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collègues qui sont rentrés pour protéger les gens. Voilà, ils sont rentrés avec motivation et conviction, parce que c'est un métier où on ne rentre pas par hasard. On nous demande de remplir des tableaux statistiques, de faire de la com pour le gouvernement. Je veux dire, on a par exemple déposé plainte pour le trucage des statistiques. Les collègues ne s'y retrouvent plus en fait. D'un côté, on brise leur vie familiale et personnelle. De l'autre côté, on les empêche d'avoir un travail épanouissant en les enfermant dans des trucs qu'ils ne veulent pas faire, qui sont contre leur conscience. Et puis au bout d'un moment, ils craquent. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement humain. Quand quelqu'un veut essayer de dire je vais pas bien, etc. La chose, on va dire attends, il y a des collègues, si jamais tu craques, on va te mettre la pression parce que tes collègues vont faire le travail. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? On ne va pas faire usage de la psychologue, voilà. Et en fait, on a une direction générale de la police nationale qui dit nous, ce qu'on veut, on ne veut pas chercher de responsable. Et tant qu'on ne cherchera pas de responsable, on pourra compter les morts. Et c'est ce qu'ils font. Et on leur a dit mais il y a d'autres pays où ça marche. Au Québec, ils avaient le même problème du taux de suicide dans leur police. En 30 ans, ils ont baissé le taux de suicide de 80%. En disant maintenant tous les mois, tout le monde va voir le psychologue. C'est pas au choix, c'est une obligation pour tout le monde, que tu vas bien ou pas. On t'accompagne. Quand il y a une mission difficile ou que tu as quelque chose, de toute façon tu y vas. On ne te demande pas ton avis. Comme ça, il n'y a plus de dire ah lui c'est un faible ou lui c'est ça. C'est tout le monde à la même enseigne. Il y a des choses qui peuvent être mises en place facilement en France. Il y a un cycle de travail qui nous permet d'avoir un mercredi sur 2 et un week-end sur 2. Il a été mis en place dans certains services. Dans d'autres, on nous a dit ah ben non, ça va nous coûter trop cher, ça prend trop d'effectifs. C'est-à-dire qu'on passe après des conditions budgétaires une fois de plus. Voilà, les commissariats sont en ruine. Enfin, il y a tout un ensemble qui fait qu'on arrive à ce taux de suicide le plus important dans toutes les professions françaises, c'est le taux de suicide le plus important. Mais de façon générale, la société française va mal parce qu'on nous dit mais dans les hôpitaux c'est pareil, dans d'autres professions c'est pareil. Oui, parce que la première cause de mort violente en France, c'est le suicide. Ça fait 18 semaines qu'on est dans un contexte particulier de mobilisation des Gilets jaunes, tous les samedis avec de nombreuses forces de l'ordre mobilisées. Est-ce que ça a joué aussi dans l'état d'esprit des forces de l'ordre actuellement en France ? Alors on n'a pas de cause à effet. La seule chose qu'on constate, c'est que ça ne fait qu'amplifier les problèmes qui étaient déjà sous-jacents. C'est-à-dire que les heures supplémentaires ont continué d'être accumulées. De toute façon, ils ne nous les payent pas, donc ça coûte zéro. Il n'y a pas plus d'effectifs. Cette année encore, le concours n'a pas été rempli. Donc malgré que M. Castaner et M. Macron ont dit qu'ils allaient recruter des policiers 2000 tous les ans, 1500, 2000, il y en a 200 encore qui manquent à l'appel cette année, en ayant baissé le niveau du concours. Donc à partir de là, ça continue. Des collègues qui n'ont même pas leur week-end, c'est-à-dire qu'ils sont sur le pont 20 jours d'affilée, des vacations de plus de 20 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent même pas se reposer, ils doivent se pisser dessus. Ils sont nourris avec un granny et une bouteille d'eau. Donc en fait, ça ne fait qu'augmenter le fait du mal-être qu'on peut avoir. Voilà, avec des missions, des fois, on ne comprend même pas ce qu'on fait parce qu'on est dirigé par des gens qui ne savent pas nous mettre dans des situations et nous utiliser convenablement. Qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans, depuis les manifestations des policiers hors syndicat? Il y avait eu beaucoup de promesses, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup de manifestations. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes en 2019. Il n'y a pas grand-chose qui a changé malheureusement. Ce qui est rigolo, c'est que la transition est là, c'est que le premier mouvement spontané les premiers gilets jaunes ont été les policiers en colère il y a 3 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de réunions, il y a surtout une reprise en main du ministère pour canaliser tout ça avec les syndicats dits représentatifs pour qu'ils remettent tout le monde au pas. Parce que pour le moment, c'est toujours très compliqué d'être reçu, qu'on soit syndicat minoritaire ou association de policiers, parce qu'il y a une pression des syndicats majoritaires qui disent mais ils n'ont aucune légitimité. Bah oui, mais on a des choses à dire en fait, même si vous ne prenez pas ce qu'on va dire un peu en compte, écoutez-nous. Et c'est le but de ce soir en fait, on est entre guillemets tous les gens qui sont sur le terrain, parce que tous les gens qui sont autour d'ici, il n'y a aucun permanent syndical, on sait de quoi on parle et on voudrait donner les explications mises, qu'il n'y ait pas un filtre de bureaucrates qui permettrait de faire avancer les choses concrètement. Et ça pour le moment, c'est pas le cas.
Il y a une grande crainte des autorités, c'est que les policiers rejoignent le mouvement des Gilets jaunes d'une manière ou d'une autre, par le biais d'une grève importante. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans les semaines qui viennent? Alors, ce qui est possible, c'est qu'ils rejoignent le mouvement. Il y a déjà beaucoup de collègues qui viennent sur leur temps libre avec des gilets jaunes, voilà, qui ne peuvent pas se balader avec un brassard. Après, que les policiers tombent le casque ou pas, ça sera compliqué. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des idiots partout. Je donne un exemple, c'était à Bordeaux de mémoire, il y avait des collègues qui avaient l'habitude en fin de manifestation gilets jaunes de retirer leur casque en disant bah voilà, c'est la fin du mouvement, on retire leur casque devant les gilets jaunes et ils retournaient après dans le camion se déséquiper. Alors que normalement, la procédure, c'est on se déséquipe quand il n'y a plus personne au camion et quand tout est en sécurité. Il a suffi d'un abruti qui jette un œuf. Du côté des gilets jaunes, du coup, ils ont dit voilà, le chef d'unité a dit ce sera plus possible. Parce que si le collègue est blessé, il n'aura rien du tout. Là, c'était un œuf, ça peut être un pavé la prochaine fois. Et à cause d'un idiot, les autres gilets jaunes ont dit mais qu'est-ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Et du coup, nos collègues ne peuvent même plus prendre le risque en disant après, si jamais il y a un blessé ou un mutilé, la famille n'aura rien et le collègue non plus. Donc à cause de comportements individuels qui posent problème de chaque côté, on arrive à opposer les gens et on ne peut pas aller d'un pan à l'autre. Par contre, il y a quelque chose qui va finir par arriver, c'est juste la machine humaine. À force de faire des vacations à rallonge, des heures supplémentaires accumulées, c'est juste humainement possible. Biologiquement, on ne va pas pouvoir tenir le rythme. Vous sentez une crise importante arriver au sein de la police nationale? Où en est le curseur du niveau d'exaspération des policiers? Le curseur, je crois que 18 suicides depuis le début de l'année, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, le pic, ça a été hier en 59 suicides. Là, on est en train de péter tous les records, malheureusement dans le mauvais sens. Et ça ne prend pas en compte les burn-out, ça ne prend pas en compte les dépressions, les collègues qui tombent dans l'alcoolisme ou dans différentes addictions pour juste résister à leur quotidien. Donc à partir de là, c'est compliqué. Et après, le curseur est compliqué tant que notre hiérarchie pourra faire ce qu'elle veut. Je donne l'exemple parce que c'est un exemple d'actualité. On a un médecin inspecteur dans l'Est de la France qui faisait des agressions sexuelles et des échauffements sur des collègues en échange de leur passer leur habilitation, alors qu'elles étaient parfaitement aptes. En fait, c'était juste un chantage odieux. Et en fait, tant que nos collègues se sont battus tout seuls, on les fracassait, on les faisait passer pour fous, on leur disait non, on a une collègue qui a dû dormir sur un banc pour récupérer son salaire alors qu'elle était victime. Et tant que ces gens-là sont protégés, la police ne pourra pas aller bien. Parce qu'en fait, la police, dès qu'il y a quelqu'un qui râle, la hiérarchie a toujours raison. Donc on utilise la discipline par moyen de coercition, la médecine statutaire pour nous faire passer pour fous. Donc en fait, à partir de là, la police ne peut pas aller bien. Il y a des choses, on n'est pas traité comme des êtres humains, on est traité comme des matricules. L'État a-t-il investi dans du matériel? Vos collègues policiers nous disaient il y a 3 ans lors des manifestations que les locaux, les commissariats étaient vétustes, les véhicules étaient hors d'âge. Or depuis 2 ans on voit beaucoup, notamment de véhicules neufs dans la rue. On nous parlait aussi des policiers qui étaient obligés de s'acheter leur propre matériel, notamment pour le maintien d'ordre. Est-ce que de ce point de vue-là, les choses se sont améliorées? Alors au niveau des véhicules, il y a eu quelques véhicules neufs qui sont arrivés. A priori, le budget de cette année va permettre la rénovation de pas mal de commissariats et de services de police. Donc ça va dans le bon sens parce qu'en fait c'est aussi l'accueil du public, c'est un respect des gens qui viennent chez nous. Parce que les victimes, on ne peut pas les recevoir dans des conditions déplorables, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de commissariats encore. Sur le matériel, donc ça commence à avancer. Mais après, c'est pas comme ça qu'on achète le respect. Donc le matériel, ça règle un problème, ça nous permet de faire notre travail. Maintenant encore, faut-il qu'on ait consigne de faire notre travail correctement. Tant qu'on sera géré par des bureaucrates qui veulent qu'on remplisse des statistiques, des camemberts, etc., plutôt que de protéger les gens, on n'aura pas réglé le problème. On aura le moyen de le faire, mais encore faut-il qu'on nous donne les ordres de le faire. C'est toujours la même logique aujourd'hui, les statistiques, c'est comme ça que se gère la sécurité publique en France? Toujours comme ça, on est toujours en procédure, nous on a fait une dénonciation, on est toujours sur le bureau du procureur à Marseille pour le moment, parce qu'il n'y a que là où les collègues nous ont donné les éléments pour déposer la plainte et le recours. C'est partout pareil en France, mais je veux dire, on requalifie les infractions à la baisse. Sur le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, on compte de façon différente. Quand c'est les foulards rouges, c'est pas le même compte. Donc je veux dire, il y a toujours une appréciation politique derrière, alors que normalement, un service de police n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On doit être neutre et informer les gens de façon objective, pour que les pouvoirs publics puissent prendre les bonnes décisions. Je prends sur les chiffres de la délinquance qui sont truqués, ça par exemple nos collègues de Marseille, c'était l'année dernière, quand ils ont dit les chiffres ont encore baissé de façon exponentielle, 2 jours après, ils se tiraient dessus la Kalachnikov dans la cité. Donc ça veut bien dire que la réalité est complètement déconnectée des chiffres statistiques. Pourquoi truqué? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Truqué, c'est-à-dire qu'on revoit à la baisse. Par qui? Pour quel intérêt? Comment? Alors l'intérêt, c'est le sujet de notre plainte, c'est à la baisse par exemple quand il y a une tentative de cambriolage. C'est-à-dire qu'il y a un garage qui a été cambriolé, mais il n'y a rien qui a été pris. C'est requalifié en dégradation volontaire. Comme ça, c'est plus un cambriolage. Il y a moins de cambriolages qui tombent. Même chose quand il y a quelqu'un qui se fait voler son téléphone à l'arraché. C'est plus, normalement c'est une violence volontaire, c'est requalifié en vol simple. Donc comme ça, il n'y a plus d'atteinte aux personnes. Les atteintes aux personnes, ça baisse. L'intérêt pourquoi? Donc ça donne des bons chiffres au niveau national. Les commissaires et les directeurs touchent des primes sur leurs bons résultats. Donc à partir de là, nous on avait aussi porté plainte pour escroquerie en bande organisée. Parce qu'en fait, sur ça, ils touchent des primes sur un travail qui n'est pas fait finalement. Donc le but est de gagner de l'argent. Et sur le petite anecdote sur le directeur de Marseille, on a dit qu'il aurait une promotion. Il est devenu directeur central de toute la sécurité publique grâce à ses bons résultats sur Marseille, alors que pertinemment il y a une procédure en cours au pénal. Donc en fait il y a une logique de
maquiller les choses pour toucher des primes, avoir des promotions. Les politiques sont contents parce qu'ils peuvent annoncer que tout va bien. Et sur le terrain, c'est la merde parce que nos collègues n'ont pas les renforts, parce que les politiques ne renforcent pas, ils disent tout va bien, pourquoi vous voulez qu'on renforce les commissariats et les endroits dans ces endroits-là? Donc en fait, c'est le chaos total, les gens ne sont plus protégés et on arrive à la situation qu'on connaît. Des gens qui pensent que tout va bien dans des bureaux ici et sur le terrain, c'est le chaos. Donc vous nous dites que la délinquance augmente, tout le contraire de ce que disent tous les ministres de l'Intérieur depuis des années. La délinquance, on ne sait pas si elle augmente ou pas. Enfin, en tous les cas, la réalité des chiffres, c'est pas ça du tout. Donc la délinquance, en fait, on ne peut pas savoir si elle augmente ou pas parce que est-ce que la délinquance se déplace? Dans un endroit, ça peut baisser parce qu'elle est mise ailleurs. La population a pu augmenter. Les policiers ont pu arrêter plus de gens cette année. L'année d'avant, non. Je vais prendre l'exemple sur les agressions sexuelles. Avec les lois qui sont arrivées, il y a eu beaucoup plus de plaintes pour les agressions sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'avant, elles n'existaient pas. Ça veut dire qu'elles ont juste été plus visibles. Donc la délinquance, il n'y a pas vraiment de possibilité de la mesurer. On peut dire là, il y a plus de plaintes ou moins de plaintes. Voilà, il y a plus d'affaires résolues, pas résolues. La délinquance, elle augmente ou pas, on ne saura pas. Après, le sentiment de tranquillité publique, ça ne s'évalue pas comme ça. C'est quand il y a des policiers qui sont sur le terrain, qui vont dire aux gens, on a vu ça, on va vous dire est-ce que c'est grave ou pas, est-ce que c'est ce que vous avez vu, c'est ça, rassurer les gens sur le terrain, etc. Le sentiment de tranquillité publique, ça peut s'évaluer, mais encore faut-il qu'il y ait des policiers qui peuvent travailler en relation avec les gens autour d'eux et qu'ils n'aient pas peur de leur parler sous peine de se prendre une sanction administrative parce qu'ils ont voulu juste aller parler avec la population. Encore une question sur les syndicats de police. Lors des manifestations d'il y a 3 ans, vos collègues nous disaient les syndicats ne nous représentent pas, représentent que leur propre intérêt. Nous manifestons dans un cadre hors syndical. Est-ce que les syndicats sont revenus pour travailler dans l'intérêt des policiers? Est-ce que vous avez ce sentiment? Non. La preuve, ce soir, les syndicats dits représentatifs ne sont pas là. Ce qu'il y a là, c'est d'autres syndicats qui sont, non représentatifs, mais sachant qu'aux dernières élections, il y a plusieurs recours, dont le nôtre, pour fraude aux élections professionnelles. Parce qu'il y a eu des votes, c'était par vote électronique, donc il y a eu des vols de code, des gens qui ne voulaient pas voter, qui se sont retrouvés à voter. Et donc pour le moment, même le ministère de l'Intérieur a dû reconnaître à demi-mot qu'il y avait quelques dysfonctionnements qui auraient pu fausser la sincérité du scrutin, pour reprendre leurs mots, au Canard enchaîné du 19 décembre. Donc en plus, c'était dans la presse, donc on attend, ils ont jusqu'au 20 mars pour répondre à ça, et on va voir ce que ça va donner. Mais donc en fait, non, il y a une déconnexion complète avec un chantage aux mutations, aux avancements, en disant si tu veux ton mutation, ton avancement, il faut que tu prennes ton timbre chez nous. Mais comme on a racketté les enveloppes de vote de tous les collègues, on va être majoritaire, ce qui est le cas. Et du coup, il y a une gestion des carrières par ces gens-là. Et en fait, ils n'ont pas besoin de s'occuper des conditions de travail en échange. Donc qui doit être l'interlocuteur aujourd'hui des policiers avec votre autorité de tutelle? Les MPC, les policiers de terrain, comment ça s'organise concrètement? Moi je pense que c'est tous les gens qui sont là ce soir, toutes les associations de policiers au colère, les syndicats qui ont fait le déplacement. Parce que nous on ne va pas parler des avancements, on ne va pas parler des mutations, on va parler des conditions de travail, des cercles horaires, de pourquoi nos collègues se suicident, de comment ça se passe sur le terrain pour de vrai. Voilà, ce matin par exemple, j'étais invité à une cérémonie avec M. Castaner. Je crois que j'étais le seul syndicaliste à venir de mon service, à retourner à mon service juste après. Donc voilà, donc on ne vit pas dans le même monde. Et quand on est déconnecté depuis 10 ans du truc, on peut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de syndicalistes permanents, mais au bout d'un moment, on est complètement déconnecté de la chose. Et leur rôle à l'heure actuelle, ils s'occupent des avancements et des mutations, pas de nos conditions de travail. Sinon, ce ne serait pas dans l'état actuel où sont les choses. Exactement. Je fais mon travail, monsieur. Aujourd'hui, la mobilisation, c'est pour dénoncer le nombre de suicides qu'il y a dans la police. Quelles sont les causes, selon toi? Alors aujourd'hui, on a 18 policiers nationaux qui sont suicidés, 2 gendarmes, un surveillant pénitentiaire, un policier municipal. On n'est qu'au mois de mars 2019 et rien n'est fait. Quelles sont les causes? Alors selon le préfet de police de Paris, ce sont des causes uniquement personnelles. C'est ce qui est annoncé depuis 2017. Or, nous, ce que l'on constate en tant que famille de forces de l'ordre, c'est que la véritable problématique, c'est que nos hommes et nos femmes en uniforme sont laissés pour compte. Laissés pour compte parce qu'ils enchaînent des horaires absolument exorbitants, notamment des heures supplémentaires impayées et qui ne le sont toujours pas. On balaye leurs revendications par des effets d'annonce en disant que oui, il y aura des choses qui vont changer mais dont on n'en voit jamais la couleur et qui ne sont pas suivies aussi bien socialement que psychologiquement. C'est-à-dire qu'on abandonne complètement nos hommes et nos femmes, corvéables à souhait, sur le terrain, en proie à des agressions, des menaces. Même nos familles sont menacées, même nos enfants sont harcelés à l'école parce que papa ou maman porte un uniforme. Aujourd'hui, c'est ça qui va peser énormément sur nos forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas capable de protéger votre propre intégrité personnelle sur des manifestations, sur le terrain à protéger des hommes et des femmes. Vous êtes en train de verbaliser un véhicule qui n'est pas en norme et qui fait un excès de vitesse alors que votre véhicule n'est même pas capable d'assurer ces normes. Aujourd'hui, c'est cette problématique de sécurité sur le terrain qui est déjà problématique pour leur intégrité physique personnelle.
Ensuite, ils sont incapables de protéger les concitoyens. Pourquoi? Parce que la justice pénale ne suit pas. C'est-à-dire que vous allez interpeller une fois, 2 fois, 3 fois le même individu sans qu'il y ait de poursuite véritable. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez inutile, et ça sous le regard de victimes qui ne sont même pas prises en compte par la justice pénale. En plus de ça, votre vie de famille est impactée par votre travail parce que vous êtes policier H24. Vous n'avez qu'un week-end sur 6 avec votre famille. Un seul week-end sur 6 avec votre famille. On a des plans suicides qui existent par le ministère de l'Intérieur qui sont organisés. Qu'est-ce que ça donne ces plans suicides? Il faut mieux réorganiser notre vie de brigade. La vie de brigade, on la vit H24. Mon compagnon est policier. La vie de brigade, c'est notre quotidien. Il ne raccroche jamais l'uniforme. On vit police, on dort police, on mange police, on est policier H24. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le manque de moyens matériels, humains et financiers pèse énormément sur leur travail. Et forcément, quand vous avez une aussi fine frontière entre votre profession et votre propre famille, qui se fait même menacer ou harceler. Je reçois des menaces de mort personnelles sur les réseaux sociaux parce que je suis femme de flic et que ça dérange. Aujourd'hui, cette petite frontière n'existe plus. L'impact de la police prend toute notre vie de famille. Et c'est au moment où vous vous sentez impuissant pour vous-même, impuissant pour votre famille, impuissant pour le concitoyen, que vous n'en pouvez plus et que vous vous tirez une balle. Donc je veux bien qu'il y ait des raisons personnelles, effectivement, mais on ne peut pas non plus enlever les raisons professionnelles. L'année dernière, 36 membres des forces de l'ordre sont donnés la mort dans la police nationale. En police nationale. 36 l'année dernière dans la police nationale. Cette année, on en est à 18 en 3 mois à peine, 2 mois et quelques jours. Comment on explique cette si forte hausse d'une année sur l'autre? Alors, en 2017, il y a eu énormément de suicides dans la police nationale. Il y a eu 50 suicides dans la police nationale. En 2018, 36. Et pour le moment, il y en a beaucoup. J'ai pas envie de me prononcer sur un chiffre possible. J'ai pas envie de me prononcer sur des estimations. Mais en moyenne, on en est à 2 suicides par semaine. Alors que les années précédentes, on était à 1 suicide par semaine. La situation est extrêmement dramatique. Je pense que c'est tout le risque humain que nos forces de l'ordre prennent sur le terrain, sans qu'il y ait cette fameuse frontière vie de famille et reconnaissance, aussi bien de la hiérarchie que de la part du concitoyen, qui provoque cette impuissance, cet épuisement moral. Je signalais qu'il y avait un week-end sur 6 en famille. Juste imaginez-vous n'avoir qu'un week-end sur 6 en famille. C'est extrêmement pesant psychologiquement. Mais en plus de ça, vous enchaînez des horaires improbables. Mon compagnon peut partir pour 12, 14 heures de vacation, notamment sur les manifestations actuelles, épuisé, avec du matériel personnel pour se défendre, pour se protéger. Il est épuisé, physiquement et moralement. Demain, qu'est-ce qui va se passer quand il verra que la procédure qu'il engage lui pour des violences policières n'aboutit à rien, qu'il est dans un flou artistique, qu'il reçoit des pressions de la part de sa hiérarchie, qu'il est lui-même victime de certaines violences et que ça n'aboutit à rien parce qu'il n'y a aucun soutien. Vous pensez que vous allez faire quoi? Que votre vie elle est foutue et que vous allez vous tirer une balle. C'est bien ça le problème. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de mots miracles à dire il faut faire ci pour résoudre ce problème-là. Je n'ai pas non plus de mots pour définir quel est le drame actuel qui se passe. Mais c'est une véritable problématique et il faut s'en soucier aujourd'hui. Et non pas balayer les revendications qu'ont nos hommes et nos femmes de terrain, la base, qui nous protège au quotidien, qui nous secourt au quotidien, par des effets d'annonce politique ou parce que ça peut arranger un tant soit peu une certaine classe pour des futures élections, ni même des syndicats qui ont juste qu'une envie, c'est de se tirer la couverture à eux. On parlait de la mobilisation des Gilets jaunes. C'est un contexte très hostile aux forces de l'ordre. Est-ce que psychologiquement ça les affecte et est-ce que ça peut avoir une incidence sur les chiffres dont on parlait juste avant? Je pense pas qu'une manifestation sociale unique soit la cause véritable de ce malaise de la police. C'est pas vrai. Ça existe depuis des années. Une des causes alors? Que ce soit une des causes, je pense que c'est pas sur le fond des manifestations, parce qu'on est tous citoyens, on subit tous les mêmes problématiques. On a tous des taxes à payer qui nous étranglent.
La majorité des policiers que vous voyez et qui sont présents aujourd'hui, ils n'ont pas un salaire mirobolant, ils subissent les mêmes problématiques et ils ont pour mission de vous protéger, vous, concitoyens. Alors effectivement, quand vous avez des menaces sur les réseaux sociaux, quand on vous injure, ça pèse sur le moral. Notamment quand on injure votre famille. Ça pèse évidemment. Par contre, que ce soit la cause véritable ou que ce soit une des causes, je pense pas. Je pense que c'est l'épuisement physique et moral qui joue. Parce que quand vous avez des rappels à 100% d'effectifs pour assurer la sécurité des manifestants lors des manifestations Gilets jaunes qui durent depuis maintenant 4 mois, oui, ça va jouer. Oui, parce que votre morale ne peut pas suivre. Oui, parce que votre physique ne pourra pas suivre non plus. Dernière question, on parlait de votre compagnon qui s'équipe lui-même avec ses propres deniers pour se protéger. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'il a acheté Alors qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté un casque, il a acheté des gants, il a acheté un cache-cou, il a acheté des lunettes. Parfois, il a racheté juste son propre matériel police, tout simplement. Des éléments d'uniforme, des brassards, ce genre de choses. Et pour les manifestations Gilets jaunes, ça a chiffré jusqu'à 500 €. Sur ses propres fonds. Sur ses propres fonds, sur ses propres deniers. Pourquoi il a dû racheter ce matériel lui-même? Pardon? Pourquoi il a donc dû racheter son matériel qui était en jeu? Alors en fait, l'administration policière, et ça dépend des services, il y a des services qui sont mieux dotés que d'autres, ils n'ont pas un matériel flambant neuf. J'ai pu constater des personnes qui avaient des casques des années 80 sur la figure pour des manifestations. Qu'il y ait des femmes et des hommes qui ne soient pas équipés de gilets pare-balles adéquats à leur taille, des femmes qui sont obligées de prendre des gilets pare-balles d'hommes, donc du matériel inadapté et pas suffisant pour protéger tous les effectifs. Donc on va faire un choix. Toi tu prends le casque, moi je prends les genouillères. Bon, c'est un peu la loterie, en espérant qu'on ne va pas se prendre un coup sur la tête parce qu'on a donné le casque aux collègues, quoi. Donc effectivement, il faut s'équiper tout seul. Le message aujourd'hui à Christophe Castaner, c'est lequel? Le premier message, c'est recevez les associations et les syndicats ensemble, tous ensemble. Faisons une véritable table ronde et mettons les véritables problématiques sur la table. Il y a des choses qui peuvent se résoudre sans verser des deniers extraordinaires. Juste une petite modification sur un texte de loi, notamment sur la discrimination. La discrimination sur la profession peut s'étendre. Parce qu'aujourd'hui, on a des policiers qui vont faire des vacances, qui vont réserver un hôtel ou une chambre chez des particuliers pour des vacances ou juste pour une sortie de cérémonie pour un proche parce qu'il va sortir d'école de police. Mais cette mention-là, on se voit refuser des services parce que justement, ils sont policiers ou parce qu'on est famille de policiers. Donc ça, c'est déjà une problématique. Pareil, nous réclamons l'anonymisation totale des procédures pour protéger nos familles et nos enfants. Parce que porter le même nom qu'un policier, alors que vous avez une personne qui a été interpellée et jugée sur le fait de son interpellation et qui, en plus de ça, profère des menaces et des outrages. Vous ne pensez pas que les familles peuvent être impactées par le fait que le nom soit délivré, si ça a un impact véritable? Donc ça, ce sont par exemple 2 mesures qui ne nécessitent pas de coût véritable. Après, effectivement, il y a d'autres mesures auxquelles il faut y réfléchir en table ronde et poser effectivement les bonnes questions. Quel fonds on peut mettre dans un suivi psychologique? Quel fonds on peut mettre dans un suivi social? Qu'est-ce que ça donnerait de recruter plus d'effectifs? Dans quelle mesure? On ne demande pas une hausse de salaire. On ne demande pas 40 € par mois, comme ce qui a été signé par le protocole. On demande à ce que les problématiques qui pèsent vraiment sur nos hommes et nos femmes et nos familles soient vues aujourd'hui. Il y a une vidéo qui avait pas mal buzzé lors des manifestations Gilets jaunes d'un employé de boulangerie qui avait refusé l'accès à l'un des membres de force de l'ordre pendant une manifestation. Alors je me souviens plus trop quand c'était. Comment vous l'avez perçu, vous, ce refus tout simplement de servir un membre des forces de l'ordre? On aurait refusé de servir une femme enceinte, une femme tout court. On aurait refusé de servir des personnes issues d'une minorité ou d'une majorité religieuse, par exemple, sur un signe distinctif type kippa, voile ou autre. Tout le monde aurait crié au scandale et à la discrimination. Aujourd'hui, il y a des personnes qui soutiennent la réaction intolérable de ce boulanger
en disant qu'il a bien fait parce qu'il ne fallait pas servir des policiers. Et je vous passe toutes les injures qui peuvent aller avec ce type de message. Aujourd'hui, les policiers sont là pour vous servir et vous protéger. Quand j'entends sur CNews que le panier repas qui est donné à nos forces de l'ordre, qui se compose d'une bouteille d'eau, d'un paquet de chips et d'une barre de céréales, au meilleur des cas, d'un sandwich de supermarché format 10 cm, et que ça a une valeur de 15 €, je ris aux éclats. Alors oui, effectivement, nos policiers sont des humains. J'ai un grand scoop. Il y a un homme, une femme, un cœur, du sang, des sentiments, des proches, des personnes qui l'aiment et qui l'attendent le soir. Et il a faim. Et parfois, il doit prendre sur son temps de travail parce qu'il n'y a pas de pause possible pour aller s'acheter à manger. Refuser de servir une personne, déjà, c'est illégal. Et en plus de ça, si c'est un policier, c'est intolérable parce que c'est une discrimination sur la profession. Et une discrimination sur la profession, ça n'existe pas dans le code pénal. Quel message est envoyé avec cette mobilisation? On a voulu se rassembler, donc 6 associations, pour dénoncer nos conditions de travail et les 18 suicides depuis le début de l'année. On a 18 fonctionnaires de police qui ont décidé de se suicider. C'est jamais vu avant. On est un chiffre exorbitant par rapport à depuis le début de l'année. Donc on a décidé de se rassembler, et donc déjà pour eux et ensuite pour dénoncer nos conditions de travail. Ces conditions de travail, quelles sont-elles aujourd'hui? Ça va aller du matériel qui va être défectueux, des voitures qui sont dans des états déplorables, avec 300-400 000 km qui roulent non-stop. Ça va aller des commissariats qui tombent en ruine, comme le commissariat du 8e arrondissement. On peut voir l'état, le commissariat de Coulommiers qui est un des pires qui est à l'heure actuelle. Ça va aller des cycles horaires avec, pour un collègue en PS, un samedi-dimanche de repos toutes les 6 semaines. Donc pour avoir une vie sociale correcte, c'est quand même compliqué. Ça va des procédures où on demande l'anonymat depuis maintenant des années. C'est en gros, pour faire simple, si la personne dépose plainte lors d'une interpellation, il a notre nom, notre prénom. Avec un peu de recherche, un peu de connaissance, nom, prénom, ça donne à l'adresse. Et le problème, c'est qu'on n'a pas envie de vivre un nouveau Magnanville. J'ai pas envie que demain, en rentrant chez moi, ma femme soit fait agresser parce que femme de flic. Et en fait, c'est tout ça qu'on dénonce. C'est en plus de ça les heures sup non payées. On a tout un cahier de revendications qui a déjà été rempli. On a le sénateur Grosdidier qui a déjà tout transmis au Sénat. On a un vrai travail de fait. On a ce qu'il faut pour changer ça. On a fait les remontées. Maintenant, on attend. Justement, il y a 3 ans, il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que vous avez obtenu des choses ou c'est statu quo et rien n'a bougé? Non, on a obtenu 2-3 trucs. Excusez-moi. On a obtenu l'anonymisation pour certaines procédures, dans certains cas. On a obtenu une petite revalorisation de salaire. On a obtenu la légitime défense qui a changé dans certains cas. Mais parce que aussi notre société évolue. Ils ont revu les conditions de la LD aussi avec les attentats. Parce que pour nous couvrir aussi, il y avait des choses à changer. Alors on a quelques petits trucs qui ont changé, mais pas suffisamment. Et sachant qu'on a les clés en main, on a donné tout ce qu'il fallait pour que réellement ça change. Et il y a des choses qui ne demandent même pas d'argent en fait. L'anonymisation des procédures, ça ne demande même pas d'argent. C'est un arrêté et ça prend 2 minutes à être fait. Et à la place d'avoir notre nom, notre prénom sur une procédure, et ben on a notre numéro RIO et puis voilà, problème réglé. C'est quoi, c'est un manque de considération de la part des pouvoirs publics envers les forces de l'ordre? C'est un manque de considération, oui, clairement, parce que on se retrouve... Ouais, si, manque de considération, parce qu'on a beau gueuler, on n'est pas entendu, on n'est pas reçu. Je vais prendre l'exemple de 2016. 2016, on était énormément dans la rue, on était des milliers. On n'a pas été reçus parce qu'on ne représente rien. Pour là-haut, en tout cas, on ne représente rien parce qu'on ne siège pas
en commission. Le seul truc, c'est qu'on est des associations. Notre but, c'est pas de siéger en commission. Notre but, c'est de dénoncer nos conditions de travail, de dénoncer nos problèmes. Sur les moyens, les effectifs, est-ce que là, le contexte d'actualité est un peu particulier avec les Gilets jaunes, est-ce que on arrive à un point de non-retour? Les Gilets jaunes, ça a permis de se rendre compte qu'en fait, on manquait cruellement d'effectifs, notamment pour ce qui est des CRS. Beaucoup de gens se plaignent d'avoir des effectifs de la BAC dans les manifs, mais s'il y a des effectifs de la BAC, c'est parce qu'on manque cruellement de CRS. C'est-à-dire que les CRS ont perdu énormément d'effectifs et continuent d'en perdre encore. Et on se retrouve du coup à pas pouvoir bloquer comme il faudrait quand il y a un gros mouvement populaire comme ça. On se rend compte qu'on n'a pas assez d'effectifs CRS. Et donc oui, ça prouve réellement qu'on manque d'effectifs. Les nombreux rappels, parce que là en plus de ne pas avoir nos samedis dimanches de repos, on est rappelé les samedis quand on est en repos. Ça montre un problème au niveau du cycle horaire. Et ça a vraiment permis de montrer un problème aussi sur le matériel, de se rendre compte que mais nos matos ne sont pas forcément adaptés. Beaucoup de collègues ont dû s'équiper eux-mêmes parce qu'on se retrouve dans les commissariats, ils ne sont pas équipés pour. Donc quand on envoie des collègues de commissariat, comme ça a pu être le cas, mais ils n'ont pas d'équipement pour intervenir correctement. C'est des casques qui datent des années 90, ça va être des protèges tibia qui vont avoir été achetés dans une grande marque de vêtements de sport. Enfin, ça va être ça en fait. Et là on se rend vraiment compte du problème de matériel qu'on a et du problème d'effectifs. Comment on explique ce problème de matériel? Ça vient d'où? Ça vient d'un non-renouvellement en fait. Ça n'a pas été renouvelé et ça fait des années qu'on se plaint, mais tant que ça tient, ils maintiennent en fait. Et tant qu'on n'aura pas de blessés à cause du matériel, je pense qu'ils maintiendront comme ça. C'est quoi? C'est une volonté de faire des économies de bout de chandelle pour rogner par-ci, rogner par-là, essayer de gratter un peu d'argent? Mais c'est un problème d'économie parce que on va prendre l'exemple des véhicules. On a énormément de véhicules neufs qui attendent, mais qui attendent depuis 2-3 ans sans avoir roulé. Ils attendent d'avoir les bons pour être dispatchés dans les commissariats, alors qu'on les a les véhicules neufs. Mais le problème c'est qu'on a les véhicules mais ils ne sont pas dispatchés parce que les autres ne sont pas hors service. Donc ça attend et en fait on va se retrouver avec un véhicule qui ne va pas avoir roulé pendant 2-3 ans. Donc même si le véhicule est neuf, sans avoir roulé pendant 2-3 ans, on va le récupérer déjà usé en fait. Sur les Gilets jaunes, vous avez fait des manifestations, vous. Comment ça s'est passé? Vous avez dû acheter votre propre matériel? Comment ça se passe? C'est quoi votre cas personnel? Alors moi j'ai fait quelques manifestations Gilets jaunes, j'en suis à 9 depuis le début. Alors oui, j'ai dû acheter mon matériel. Pas tout, parce que j'ai la chance d'être un service où on est quand même assez équipé, parce qu'on travaille vraiment au contact, donc on a vraiment l'équipement qu'il faut. Mais mon exemple n'est pas spécialement le bon. Par contre, on a des collègues de commissariat qui ont été engagés, qui ont dû acheter leur protège tibia, qui ont dû acheter leur casque. Excusez-moi. Moi, j'ai un casque de moto perso sur les manifs. Enfin, ça va être ça en fait. On a de l'équipement qu'on achète nous-mêmes. Donc le pire, ça va être cet équipement-là, mais ça va être aussi que les collègues de commissariat qui ont été engagés, il n'y a pas suffisamment de gazeuses. Donc on va aller dans les magasins spécialisés pour s'acheter ça. On va aller dans les magasins spécialisés pour s'acheter un minimum des lunettes pour se protéger ou quoi que ce soit. Donc on se retrouve vraiment à acheter notre matos avec nos sous. Et le problème, c'est que ce matériel-là, du coup, s'il est cassé, c'est pour notre pomme en fait. Donc, et c'est pareil, les effectifs en civil, si on reçoit de la peinture et que ça nous bousille nos vêtements, c'est pour notre pomme. Et ça veut dire en gros devoir à chaque fois racheter, et à un moment donné, ça devient compliqué quand même, quoi. On a l'impression qu'on a des policiers qui sont pas assez formés, qui n'ont pas assez de matériel, pas assez de policiers non plus tout court. On va où? C'est quoi le chemin qu'on prend là? Le chemin qu'on prend, si on savait, ça serait bien. Malheureusement, le gros problème, c'est le vrai manque d'effectifs dans ce qui va être policiers spécialisés maintien de l'ordre, dans ce qui va être en CRS, en CI, en gendarme mobile. Ça va être là le gros problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de fonctionnaires qui sont faits pour ça, qui sont formés pour ça et qui ne font que ça en fait. Et donc on met des collègues qui sont là, comme les collègues BAC, qui sont plus formés pour tout ce qui va être violence urbaine. Donc sur le 1er décembre, ils étaient très bien les collègues. Parce que ils savent comment agir lors de violences urbaines et ils sont très bien. Par contre, en maintien de l'ordre, on a besoin d'avoir plus d'effectifs pour bloquer les rues,
plus d'effectifs qui soient vraiment équipés, formés, maintien de l'ordre. Et pas avoir des effectifs qui viennent de commissariat et qui vont être très bons dans un rôle de police-secours. Mais on n'est pas en police-secours, là, on fait vraiment du maintien de l'ordre. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est le problème aussi, quand on discute un peu avec les CRS, ils ont un vrai problème avec les effectifs civils parce que c'est pas la même manière de travailler. Vous êtes venu apporter votre soutien aux forces de l'ordre. Comment vous expliquez autant de suicides parmi les membres de la police nationale, 18 depuis le début de l'année? Tout simplement parce qu'il suffit de voir ce qu'ils vivent au quotidien. Les insultes, les menaces, les agressions jamais punies, et puis maintenant les menaces sur les familles. Je mets au défi beaucoup d'entre nous de vivre cela. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut soutenir nos policiers, non pas pour simplement venir les soutenir, mais à Debout la France, nous avons proposé des mesures concrètes, notamment de renforcer les peines contre ceux qui agressent ou qui menacent les policiers. Ça, c'est le point clé. Il n'y a pas un pays au monde où on peut se permettre, comme en France, de menacer, d'agresser des policiers sans qu'il y ait de réponse judiciaire ferme. Et il n'y a pas un pays au monde qui met autant en doute la parole de ces policiers quand il y a un drame. Il n'y a pas un pays au monde qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas un pays au monde où des agresseurs de policiers municipaux, policiers, gendarmes, pompiers ressortent libres du tribunal. Voilà la réalité. Et donc il faut comprendre ce que vivent nos policiers dans nos quartiers, dans les quartiers de banlieue. Comment vous expliquez le fait que vous... Il faut réinverser l'ordre des choses, réinverser les valeurs. Vous êtes la seule personnalité politique à être présente aujourd'hui. C'est un désaveu, un désamour entre politique et... Jamais les autres. En revanche, j'ai toujours été présent, sans ostentation, pour simplement dire qu'il y a des mesures concrètes qu'on pourrait prendre et qui permettraient de vraiment régler les choses. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Payer les heures supplémentaires, punir les délinquants qui agressent des policiers et qui ne sont pas punis. Il faut que la peur change de camp. C'est inacceptable ce qui se passe, inacceptable. Vous parlez des agressions de policiers, plus de 1500 depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, ça a contribué à renforcer la méfiance et la défiance envers les forces de l'ordre aujourd'hui en France? Je pense que le gouvernement a dressé les Français, les Gilets jaunes et les policiers les uns contre les autres, alors que 99,9%, je le dis, des policiers sont exemplaires et 99,9% des Gilets jaunes sont pacifiques. Et j'ai demandé une commission d'enquête pour qu'on m'explique pourquoi certains casseurs ont été présents dans certaines manifestations, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de policiers qui aimeraient pouvoir dire certaines choses, comme il y a beaucoup de Gilets jaunes qui aimeraient le dire. Pour autant, les Gilets jaunes ne sont pas tous parfaits, bien sûr, et il y a eu des violences inacceptables que j'ai bien sûr condamnées. Mais mon petit doigt me dit qu'une commission d'enquête nous permettrait d'apprendre beaucoup de choses. Sur les mesures, justement, comment vous expliquez que depuis 2016, il y a des manifs police sur ces mesures que les policiers demandent pour améliorer leurs conditions de travail? Pourquoi rien n'est mis en place? Tout simplement parce que les policiers servent la République, sont loyaux, travailleurs, et que dans notre pays, quand vous respectez la loi, vous êtes critiqué, et quand vous la violez, vous êtes félicité. Donc voilà, les policiers, les pompiers, les gendarmes, les militaires, ils obéissent. Alors le pouvoir considère, il n'y a pas que ce gouvernement, ça a commencé avant, considère qu'on peut tirer sur la corde éternellement. Mais quand il y a des suicides, comme il y a des suicides aujourd'hui, il y a un devoir d'alerte, c'est tout ce que je demande. Vous savez, c'est la même chose que les agriculteurs qui sont en train de crever dans les campagnes, et on n'a pas le droit de le dire. Voilà, mais en revanche, s'il y a un délinquant qui a été puni à 30 ans de prison, qui se suicide en prison, vous verrez, vous aurez toutes les émissions de télé. Voilà la réalité. La télé alors. Nouvelle mobilisation des policiers. Qu'est-ce que vous espérez après cette manifestation aujourd'hui? On espère qu'après cette manifestation aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et l'administration policière changent son fusil d'épaule et qu'entendent enfin la voix des policiers. Pas seulement les policiers en colère, mais aujourd'hui on avait aussi des syndicats de policiers qui étaient présents aussi parmi nous. On a été aussi toutes les associations réunies aujourd'hui pour dénoncer le fléau qui ronge nos rangs aujourd'hui, qui est le suicide dans la police. 18 suicides depuis le début de l'année, c'est énorme, c'est trop. C'est la profession la plus impactée en France aujourd'hui. Et on aimerait que cela cesse, on aimerait que des mesures concrètes soient mises en application rapidement et que la courbe du suicide s'inverse enfin.
Comment on explique qu'on est arrivé à un tel nombre de suicides alors qu'on est si tôt dans l'année? Comment c'est possible? Malheureusement, pas grand-chose n'est fait pour endiguer le problème. Donc du coup, les collègues se sentent toujours épuisés, toujours désemparés. Ils ne trouvent plus de solution. On ne peut pas dire que tout est la faute non plus de l'administration, mais voilà, il y a tellement de choses à mettre en place, des choses qui ne sont pas mises en place. Quand on voit ce qui s'est passé à France Télécom, par exemple, il y a une dizaine d'années en arrière, un vrai plan anti-suicide a été mis en place pour endiguer le phénomène. Chez nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les mesures sont timides. Il y a un rapport du Sénat qui a été fait, qui est vraiment très bien, salué par l'ensemble des collègues, salué par l'ensemble des associations présentes aujourd'hui, et malheureusement rien n'est fait pour suivre ce rapport aujourd'hui, quoi. Il y a un dialogue qui est engagé avec le gouvernement, avec vous, les associations, avec les syndicats. Est-ce qu'il y a un dialogue qui est engagé? Malheureusement non, c'est ce qu'on déplore aussi. Nous, on est prêts au dialogue, on est prêts à dialoguer avec les syndicats, on est prêts à dialoguer avec l'administration, avec le ministre de l'Intérieur. On répète sans cesse cette demande, c'est de discuter, d'ouvrir enfin les négociations, de parler entre associations, syndicats et administration policière. Mais malheureusement aujourd'hui, on a toujours des fins de non-recevoir. C'est un manque de considération des forces de police? Bien sûr, nous on prend ça comme un manque de considération, et le chiffre du suicide est là aussi pour le témoigner. C'est-à-dire que nous on a des réponses, on a la parole des policiers de terrain, on est tous actifs, et pour autant on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas, donc on se demande si vraiment ils veulent savoir ce qui se passe ou pas. Qu'est-ce qui va se passer alors? Comment vous voyez la suite? Est-ce que vous espérez que le gouvernement vous entende un jour, ou vous êtes plutôt pessimiste sur la suite des mois, des années à venir? Là, depuis la création de l'association, on voit que c'est mal engagé, que tout le monde fait un peu la sourde oreille, et on espère qu'enfin le gouvernement fasse quelque chose, mais on sait très bien qu'il le fait, pour l'instant il ne le fait pas, donc on ne sait pas ce qui le fera changer d'avis. Peut-être que si le nombre de suicides atteint une centaine de collègues par an, enfin il prendra en considération notre parole, je ne sais pas, mais il ne faudrait pas attendre ça, quoi. Donc nous on a enjoint les ministres de l'Intérieur de nous écouter rapidement et prendre ensemble des dispositions efficaces et rapides pour terminer avec le suicide dans la police, quoi. Qu'est-ce que le gouvernement attend d'après vous? Il y a vraiment zéro dialogue avec le gouvernement, il faut vraiment la sourde oreille? Effectivement, il faut la sourde oreille, zéro dialogue, zéro écoute, du coup on ne comprend pas. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Il n'y a pas de non, mais après, il va tomber. J'espère vraiment qu'on me reconnaît pas. Ouais, voilà, c'est... Une pensée pour Maggie ce soir, j'imagine. Bien sûr, une pensée pour Maggie, parce que voilà, Maggie nous a quittés fin 2018. Elle est venue aussi malheureusement gonfler le rang des suicides dans nos rangs, et elle a ouvert un chemin. Elle a été exemplaire aussi pour nous, elle a fait beaucoup de travail pour la cause des policiers en colère. Et le suicide faisait aussi partie de ses chevaux de bataille, on va dire. Et voilà, elle nous a ouvert la voie et on pense à elle à chaque rassemblement. En danger, citoyens menacés, policiers en danger, citoyens menacés, policiers en danger. Citoyens menacés, policiers en danger, citoyens menacés, policiers en danger, citoyens menacés, policiers en danger, citoyens menacés. Ah mais il y a encore. Retour.
Ils ont consigne de faire un truc.